finalement, si on ne s'engage pas, qui va le faire pour nous? On veut tous changer le monde, mais on veut tous rester sur les réseaux sociaux et commenter. Alors, le monde ne se changera pas en le commentant. Lucien Blémont, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis jeunesse et politique. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors, moi, je reprends le nom de Lucien Blémont, diplômé en communication politique et institutionnelle à Paris 1 et actuellement en études de communication publique et politique à l'École européenne de communication. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu aujourd'hui votre point de vue en ce qui concerne le rapport des jeunes africains à la politique? On se rend compte que de plus en plus de jeunes entretiennent un rapport un peu distant vis-à-vis de la politique. Comment vous expliquez ça et pour vous, quelles sont éventuellement les actions qu'on peut mener pour encourager de plus en plus de jeunes à s'engager en politique? Très belle question. Moi, concernant le sujet, j'ai deux approches. L'autre approche, c'est ici le manque de confiance en fait des jeunes aux politiques de manière générale, notamment suite aux actes que ces politiques posent de part et d'autre. Et la deuxième approche, c'est aussi on est dans une période où l'activisme est très développé et il y a un fort taux d'engagement de la part des jeunes et de part et d'autre. Et donc, face à ce fort taux d'engagement, il y a des jeunes qui se disent qu'ils veulent des valeurs chez les hommes et femmes politiques. Et ces valeurs, il faut que toutes ces valeurs collent à leurs valeurs à eux. Et dès qu'on a des programmes politiques, par exemple, qui tiennent compte de la réalité de toute une nation et non de la réalité d'une seule personne, la personne se dit « Ah bon, je ne suis pas suffisamment représenté ». Alors, il n'y a pas un programme taillé sur mesure pour une seule personne. C'est plutôt pour toute une nation. Donc, c'est normal que dans un programme politique, qu'il y ait des choses qu'on voit dedans qui ne nous plaisent pas et par contre qui plaisent à d'autres personnes. Donc, du coup, ce juste milieu, il faut savoir trouver et je pense que les jeunes aussi doivent être un peu indulgents de part et d'autre. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber ses valeurs, non, mais il faut savoir faire des concessions parce que dans un pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée, j'en suis à Conakry, n'ont pas les mêmes réalités que les Guinéens qui sont à Zérékouré par exemple. En Côte d'Ivoire, ceux qu'on appelle de la province n'ont pas les mêmes réalités que ceux d'Abidjan. Donc aujourd'hui, un programme politique qui sera proposé par un candidat ne répondra pas forcément à toutes les réalités d'une seule personne qui se trouve ici dans la capitale. Donc, c'est à cette personne aussi de se dire oui, ce programme politique ou bien cette proposition n'est pas faite que pour moi, mais aussi, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes en tenant compte des réalités de ces gens-là. Donc il faut ici une certaine indulgence, mais aussi une certaine compréhension et se dire que tout n'est pas fait que pour moi seul. Il y a d'autres personnes qui font nation avec moi. Cet entretien se déroule depuis le jardin du Luxembourg, ça veut dire qu'on est en France et nous sommes donc des étudiants étrangers. Aujourd'hui, pour les étudiants étrangers qui souhaiteraient s'engager en politique éventuellement dans leur pays, est-ce que ça représente, d'abord, c'est quoi l'intérêt de le faire et est-ce qu'éventuellement on a des obstacles à cela? Parce que souvent on dit que ceux qui étudient à l'étranger, lorsqu'ils arrivent au pays, il y a une forme d'hostilité vis-à-vis des locaux qui sont un peu hostiles aux gens qui viennent de l'étranger. Et pour toi, c'est quoi les obstacles qui peuvent éventuellement se présenter sur le chemin de ceux qui souhaiteraient s'engager en politique en étant à l'étranger en France? Parfois, j'ai souvent ce problème avec des gens parce que je me dis, lorsqu'on a la chance d'aller dans un autre pays, découvrir d'autres cultures, d'autres nations, d'autres manières de faire la politique, la meilleure des choses qu'on puisse faire ici, c'est de s'engager. Moi, je suis étudiant en sciences politiques. Pour moi, la pratique de la science politique, c'est le terrain. C'est par exemple, il y a les municipales qui sont passées, je me suis engagé. Il y a les législatives, enfin, il y a la présidentielle qui est passée, je me suis engagé. Il y a les législatives qui approchent encore, je suis encore engagé. Pour moi, c'est la partie pratique de toute la théorie que j'ai eu à suivre en fait en classe. Donc, se dire que oui, parce qu'on est à l'étranger, on devrait juste aller sur les cours et puis rentrer, c'est ici, mais causer du tort à notre pays même, parce que le pays aura miser sur des gens qui sont partis, sur une personne qui est partie ici à l'international, apprendre, mais que de la théorie. Or, même ce pays d'origine a besoin aussi de la pratique. Donc, pour moi, s'engager, c'est aussi dans ce sens. Alors, s'engager, chacun est libre de s'engager selon le bord et tout, mais il faut aussi tenir compte de certaines valeurs. Par exemple, voilà, les valeurs humaines, les valeurs de l'immigration, beaucoup de valeurs en fait. Donc,
en ce sens, il faut tenir compte de tout cela. Donc on n'a pas à en vouloir à ceux qui sont dans un pays comme la France et qui s'engagent en fait. Parce que pour moi, c'est la continuité de soit toute la théorie qu'on enseigne dans les instituts d'études politiques, ou bien c'est la continuité de tout ce qu'on a appris même dans nos pays par exemple. Voilà, donc finalement, si on ne s'engage pas, qui va le faire pour nous? On veut tous changer le monde, mais on veut tous rester sur les réseaux sociaux et commenter. Alors, le monde ne se changera pas en le commentant. Bien, alors, et du coup, si on doit s'engager, est-ce que mieux vaut le faire en étant ici, c'est-à-dire s'engager dans les initiatives politiques ici, ou le faire dans son pays d'origine? Comment tu analyses ça? Est-ce que, parce que moi aussi, demain je vais m'engager en politique, est-ce que je décide de le faire en France ou en Côte d'Ivoire? Et toi, pareil, est-ce que c'est mieux de le faire en France ou en Guinée? Je ne dirais pas que c'est mieux qu'on appelle d'un côté ou d'un autre. C'est toujours mieux de le faire partout où on est. Aujourd'hui, je suis en France pour le moment. Je pense que j'ai plus de choses à faire ici que là-bas en Guinée, par exemple. Mais n'empêche que je suis toujours là, malgré que je suis là, je fais beaucoup de choses en Guinée. Mais est-ce que sur le plan politique, je peux faire beaucoup de choses en Guinée tout en étant très très utile en Guinée? Moi, personnellement, j'ai tranché pour le moment. Je fais des choses en Guinée, mais c'est plus sur le plan associatif, caritatif et tout. Et ça, je suis vraiment engagé là-dessus parce que je suis de ceux qui sont persuadés que pour qu'une nation change, il faut miser sur l'éducation. Et donc nous, avec notre association qu'on appelle Start de Change, on s'est dit aucune école primaire publique de la Guinée, par exemple, ne possède une bibliothèque. Si je dois m'engager un jour en politique, c'est pour porter ces valeurs-là, c'est pour porter ces projets-là. Et là, on a commencé à mettre en place des petites bibliothèques dans la plupart des écoles primaires publiques, par exemple. Pour moi, ça, c'est de l'engagement. L'autre engagement qui consiste à aller sur Internet, se mettre à dénoncer ci et là, finalement, où est la réalité? Où est le résultat? Voilà. On peut s'engager par-ci et par-là, on peut s'engager partout. Mais l'engagement, c'est encore mieux lorsqu'on est sur le terrain. Voilà. Est-ce que du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes Africains viennent étudier à l'étranger, alors qu'on n'est pas totalement satisfait parfois de l'action de nos élites sur place et tout, est-ce que justement cette manière-là de venir à l'étranger, est-ce que finalement ça ne prive pas ces États africains-là d'élites qui peuvent être à la hauteur des enjeux des développements? C'est une très belle question parce que moi je suis de ceux qui ne sont pas ici d'accord avec la conception de on est en train de priver la nation d'élite. Pour moi, ça reviendra à dire ici que ceux qui sont en Guinée ou en Afrique et qui y étudient ne sont pas des élites en fait. Je peux le concevoir comme ça. Or, ceux-ci aussi, on est tous passés par là. Ce sont des élites aussi. Ce sont des gens qui ont des compétences, ce sont des gens qui ont des capacités. Moi, j'en connais, j'ai beaucoup d'amis avec lesquels j'échange justement. Mais je me dis, pendant qu'on est là, le temps qu'on passe ici, c'est bien aussi d'apprendre comment les gens font ici. Exemple, récemment, il y avait les élections présidentielles en France. Combien d'Africains se sont mis à commenter en fait l'élection présidentielle? Ils étaient à fond sur le débat présidentiel. Et ça, c'est des exemples. Moi, j'ai été dans les coulisses, par exemple, de l'élection présidentielle un peu. J'ai vu comment un meeting présidentiel s'organise. J'ai vu comment le discours présidentiel est agencé. J'ai vu comment, si vous voulez, comment les boucles, en fait, les messages, tout ça, les éléments de langage, beaucoup de choses. Tu en sais bien sûr quelque chose. Donc, j'ai vu comment ça se prépare. Donc, est-ce que je dois, après mes études, juste finir et entrer directement comme ça? Non, moi j'ai besoin de connaître ça. J'ai besoin de comprendre comment les gens ici parviennent à être toujours au-dessus. Donc, à partir du moment où je saurai ça, pour moi, ça sera beaucoup bénéfique pour mon pays. Et je veux plutôt être utile, que ce soit sur le plan théorique, c'est-à-dire, là, c'est le côté diplômé de la Sorbonne, qu'on appelle ça, étudiant en sciences politiques et tout. Ça, c'est vraiment très théorique. Mais sur le terrain, en fait, comment je fais? Quand je serai en Guinée, ou quand je serai dans un pays africain et qu'on me demande aujourd'hui, on a besoin que tu organises pour nous un meeting sous tel concept, ou bien un meeting que tu imagines toi-même avec des jeunes et tout. Comment je vais agencer ça? Comment je vais mettre en place? Quelles sont les compétences auxquelles je vais faire recours? Et moi, ça, c'est important pour moi. C'est pour cela que cet engagement ici, c'est aussi important. Parce que pour le moment, de toute façon, je suis là. Donc en fait, l'engagement ici, c'est une forme d'apprentissage. C'est vraiment de l'apprentissage. Ce que je dis tout ce que j'ai fait à l'université, c'est la partie théorique. Et l'engagement ici, c'est vraiment la partie pratique en fait. Tu apprends et en gros, on ne perd jamais en fait à apprendre. Est-ce que l'environnement institutionnel est un élément déterminant dans l'engagement politique des jeunes? Parce que j'ai reçu récemment une jeune dame sur cette chaîne-là qui m'a expliqué que
pour elle, en fait, l'engagement, l'environnement politique en Afrique qui est parfois un peu contraignant, un peu répressif, conditionne aussi l'engagement des jeunes. Et du coup, comment tu vois un peu l'engagement en France par rapport à ce qui se fait en Afrique, par exemple? De toute façon, vous savez quand même qu'il y a des gens en Afrique qui sont engagés, qui réussissent quand même. Voilà. Donc du coup, il y a des modèles de réussite aussi en Afrique. Pas aussi, il y a des modèles de réussite en Afrique auxquels moi je crois fermement, avec lesquels j'échange beaucoup. C'est vrai que même ici, hein, il ne faut pas qu'on se leurre. En fait, même ici, il y a des difficultés en fait que beaucoup de jeunes ou bien beaucoup de personnes ici rencontrent dans le cadre de leur engagement. Ça, c'est un fait. En Afrique aussi, ça c'est un fait, il y a cela. C'est le même ordre parce que on pourrait dire que par exemple chez nous, on risque peut-être la prison, on risque peut-être. Est-ce que c'est les difficultés? Alors peut-être qu'il y a ce côté où les droits humains sont encore plus respectés ici que dans certains pays chez nous. Ça c'est aussi une réalité. Mais parfois, il faut juste se donner les moyens en fait d'y parvenir. Et ce n'est pas en se disant tout simplement que oui, c'est très contraignant en Afrique, que donc on ne peut pas le faire ou bien on ne doit pas le faire. Non, pour moi, il faut qu'on se mobilise d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'activisme par exemple. Nous avec notre association, avec beaucoup de jeunes africains, on a mis en place par exemple, la bibliothèque qui va permettre à des jeunes d'apprendre. Ça, c'est des gens qui feront partie peut-être d'un ensemble un jour. Et d'autres, vous par exemple avec cette chaîne qui permettra à des jeunes de s'exprimer et aussi d'apporter leur point de vue. Donc c'est beaucoup de choses comme ça qui permettront un jour, pourquoi pas, d'instaurer un climat plutôt favorable aux jeunes qui veulent s'engager. Mais j'avoue que l'engagement, c'est très important. Et un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que lorsque vous parlez, lorsqu'on dit souvent qu'on est engagé en politique ici, on nous traite de vendus et tout, il faut savoir aussi qu'ici, il y a des jeunes de banlieue, des jeunes africains, des jeunes étrangers ici qui ont des problèmes. Moi, je vous raconte une anecdote, c'est que ce qui m'a réellement poussé à m'engager ici, c'est il y a de cela 2 ans, j'étais agent de sécurité dans un magasin et à ma pause, je lisais un livre. Et donc, lorsque je lisais le livre, il y a un vendeur qui est venu, il dit « Mais tu lis un livre ?» J'ai dit « Ben oui, évidemment que je lis un livre. » Il dit « Mais tu fais quoi comme étude ?» Je dis « Je suis en master. » Il dit « En master et puis tu es agent de sécurité ?» Je dis « Ouais, c'est parce que je dois payer mes factures. » Il dit ok, j'ai dit et toi? Il me dit ah bon moi j'ai juste fait après mon bac j'ai fait une formation en vente rapidement parce que de toute façon même si je fais de grandes études ça ne me servira à rien parce que je suis rejeté, on est rejeté et tout, donc ça ne sert à rien. Et là je me suis dit mais il y a des jeunes qui sont là, qui ont besoin ici, soit de repères, soit d'exemples, soit de modèles ou soit d'espoir tout simplement, qu'on leur dise oui que c'est possible. Et aujourd'hui moi où j'en suis, je ne suis pas un modèle, je le dis encore, je le répète, mais je me dis il y a des moyens par lesquels on peut passer pour aller encore plus haut et pour ne pas se replier sur soi. Très belle réponse, franchement. Et du coup, toi, tu es guinéen. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe en Guinée, la situation politique. Plus globalement, dans la sous-région même, on voit un peu l'ambiance. Comment tu analyses aujourd'hui ce rapport-là? Parce que moi, je suis un peu étonné de voir qu'on accuse ces militaires de renverser des pouvoirs, mais on voit aussi qu'ils sont soutenus par la population. Que ce soit en Guinée ou au Mali, on voit qu'il y a une forme de ferveur populaire qui accompagne ça. Comment tu analyses ça? Est-ce que ça veut dire que le système démocratique, donc l'élection classique, est-ce que c'est un échec chez nous? Comment tu analyses le fait qu'aujourd'hui les jeunes soient derrière ces jeunes dirigeants-là qui arrivent au pouvoir par des moyens qu'on ne pourrait pas peut-être démocratiques, mais en tout cas qui sont soutenus par la population? Comment tu analyses ça? Il faut juste aussi un peu contextualiser parce que c'est des choses qui arrivent à un moment où le peuple, de manière générale, en avait marre. Je me permets du terme, mais le peuple n'en pouvait plus en fait. Notamment en Guinée avec un président en qui on avait vraiment cru pour un réel changement et qui vient après son premier mandat, qui fait un second mandat, ok, il n'y a pas de problème, un troisième mandat. Et là, ça commence maintenant à faire de trop en fait. Donc au Mali aussi, un peu pareil avec la situation un peu sécuritaire et tout, ça n'allait pas. Au Burkina aussi, avec la situation sécuritaire et tout, ça n'allait pas. Vous savez, il y a un phénomène en Afrique qui consiste à laisser d'autres personnes parler à la place des jeunes, mais des problèmes des jeunes. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème aussi. Les jeunes ont des avis, ils peuvent l'exprimer et ils doivent aussi l'exprimer. Mais sauf que malheureusement, on se dit, on est ici cantonné à se dire que non,
c'est l'autre qui est légitime de parler en notre nom. Donc, lorsque vous avez un jeune qui vient, qui prend le pouvoir, qui vient et en qui beaucoup se reconnaissent, on se dit finalement que oui, là, c'est la personne que j'attendais. La personne n'est pas vraiment en décalage total avec moi, mes besoins. Mais de l'autre côté, il faut faire attention, ça reste quand même des militaires. Et ça, c'est vraiment le côté... Et est-ce que la question qu'on se pose finalement, on se dit, c'est des militaires aujourd'hui, par le passé, on a eu des militaires qui sont venus puis ils n'ont plus lâché le pouvoir. Mais sauf que dans le contexte actuel, moi, je n'imagine pas ces gens ne pas lâcher le pouvoir. Ça, c'est juste un avis personnel. Hein, voilà. Donc, en passant par, en analysant tout cela, on se dit, il y a vraiment une lutte entre deux mondes ici finalement. Peut-être des gens qui se disent on a besoin de changement, on a besoin de réinventer notre démocratie, on a besoin de donner plus de place aux jeunes. Aujourd'hui en Guinée, les ministères, il y a beaucoup de jeunes par exemple, et dans d'autres pays aussi. Donc le simple fait de voir des gens qui nous ressemblent, des gens en qui on se reconnaît, ça incite un peu et donc ça apporte ici un petit goût à la ferveur populaire qu'on voit. Mais de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui est administratif et institutionnel qu'on ne doit pas oublier. On doit veiller aussi au respect des normes procédurales et aussi juridiques et tout ça. Ça, c'est très important pour faire nation. Il y a un jeune qui vous écoute ou une jeune fille qui vous écoute aujourd'hui sur Jeunesse et Politique et qui souhaite s'engager en politique. Quel est le conseil que vous pouvez lui laisser? Un dernier conseil. Si ce jeune est en France, ça dépend. Si ce jeune est en France ou en dehors de son pays, s'il a l'opportunité de s'engager dans ce pays, qu'il le fasse rapidement en fait. C'est très important parce que son pays d'origine a besoin de lui en étant complètement prêt, en étant là-bas et en s'exerçant encore sur le terrain. Pendant qu'on est là, on étudie, on a l'opportunité d'aller les soirs à 18h, à 19h faire de la politique, s'engager. C'est très bien en fait de le faire, d'apprendre tout cela ici et arriver dans son pays, on applique. On adapte en fait, surtout adapter mais aussi appliquer. Mais ça nous permettra déjà d'apprendre. Et surtout si la personne hésite, on n'a jamais réussi à faire quelque chose sans s'engager. Il faut toujours décider d'aller à fond. Aller à fond, aller avec ses valeurs, écouter son cœur, aller avec conviction, apprendre, échouer, se relever et aller au sommet. Votre dernier mot pour la fin de cet entretien, Lucien Bleumo? Mon dernier mot, c'est toujours ce message d'optimisme que moi j'essaie vraiment de lancer. C'est on n'est pas voué à l'échec en fait. Quel que soit d'où nous venons, on peut faire de grandes choses en ayant juste des stratégies, en se remettant en cause par moment, en se disant que si ça n'a pas marché aujourd'hui, ce n'est pas forcément la faute à l'autre. Ce n'est pas forcément parce que le système ne veut pas que ça ne marche pas ou bien que je ne réussisse pas. C'est plutôt peut-être que oui, il y a quelque chose qui n'a pas marché et donc j'essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire. Peut-être que je ne l'ai pas fait à temps, tout simplement, et ce qui a fait que je n'ai pas réussi. Et donc, je le fais à temps, j'essaie de bien faire et afin que je puisse vraiment aller au sommet, comme moi j'aime souvent le dire, rendez-vous au sommet en fait. Merci.